Rome, hiver de l'an 51 après Jésus-Christ. Dans les rues étroites de la capitale impériale, 1 million d'habitants vaquent à leurs occupations quotidiennes. Les fumées s'échappent de centaines de boulangeries où des esclaves pétrissent sans relâche. Les entrepôts titanesques bordent le Tibre, leurs murs épais protégeant des montagnes de grains venus d'Égypte et d'Afrique du Nord. En apparence, tout semble ordinaire dans cette ville qui règne sur le monde connu. Pourtant, derrière cette façade de puissance et de prospérité se cache une réalité terrifiante. Il ne reste que 15 jours de nourriture dans la plus grande ville que l'humanité ait jamais connue. 15 jours avant la famine. 15 jours avant l'effondrement du contrat social qui maintient l'ordre dans l'Empire. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment l'Empire romain le plus puissant de l'histoire s'est retrouvé à 2 semaines de la catastrophe absolue. Nous explorerons les mécanismes extraordinaires qui nourrissaient quotidiennement 1 million de Romains, depuis les plaines fertiles d'Égypte jusqu'au four brûlant de la ville éternelle. Vous comprendrez pourquoi l'hiver représentait la saison de tous les dangers, lorsque la mer se fermait et que les réserves s'épuisaient inexorablement. Nous revivrons les heures dramatiques où l'empereur Claude, traqué par une foule en colère, dut fuir le forum sous une pluie de croûtons de pain. Et surtout, nous verrons comment cette crise transforma à jamais l'infrastructure de l'Empire, donnant naissance aux plus grands projets d'ingénierie de son époque. Enfin, nous examinerons ce que cette histoire ancienne nous révèle sur nos propres vulnérabilités modernes, car en matière de chaîne d'approvisionnement, nous vivons toujours dans le monde de Claude, simplement à une vitesse accélérée. Comment le maître incontesté de la Méditerranée a-t-il pu se retrouver acculé par la faim? Qu'est-ce que cette fragilité dissimulée sous le marbre et la pourpre nous apprend sur la nature même du pouvoir? Voilà les questions fascinantes auxquelles nous allons répondre. Préparez-vous à plonger dans l'une des crises les plus révélatrices de l'histoire romaine, une crise qui mit à nu les rouages cachés d'un empire titanesque et les angoisses de ceux qui le dirigeaient. Imaginez un instant l'ampleur du défi logistique. Rome, au 1er siècle de notre ère, abritait entre 750 000 et 1 million d'habitants. Aucune autre ville, dans toute l'histoire de l'humanité, n'avait jamais atteint une telle population. Il faudra attendre la révolution industrielle, 18 siècles plus tard, pour que Londres égale cet exploit démographique. Or, voilà qu'au cœur de l'Antiquité, cette métropole colossale exigeait chaque jour des quantités vertigineuses de nourriture. Le grain seul fournissait 2326 calories quotidiennes par personne. Le pain constituait 70% de l'alimentation moyenne. Faites le calcul. 1 million de bouches à nourrir, jour après jour, sans interruption possible. Les chiffres donnent le vertige. Chaque Romain consommait entre 200 et 400 kg de grains par an. Multipliez cela par la population totale, et vous obtenez un besoin annuel minimum de 200 000 à 237 000 tonnes de céréales. Pour mettre ces nombres en perspective, représentez-vous des convois interminables de chariots, des navires aussi longs que des cathédrales, des entrepôts aux dimensions pharaoniques. Chaque année, l'équivalent de milliers de voyages maritimes devait converger vers Rome. Chaque nuit, plus de 250 boulangeries commerciales maintenaient leurs fours allumés. Les meules tournaient sans arrêt, actionnées par des esclaves épuisés et des animaux attelés dans l'obscurité des ateliers. Les pistors, ces boulangers professionnels organisés en corporations puissantes depuis l'an 171 avant notre ère, produisaient des montagnes de pain frais qui devaient être distribués avant l'aube. Car le pain, aliment éminemment périssable, ne se conservait guère plus de quelques jours.
pourquoi Rome ne pouvait-elle pas simplement se nourrir elle-même? La raison tient à la nature même de cette capitale démesurée. La densité urbaine atteignait des sommets inégalés. Les insulae, ces immeubles de plusieurs étages où s'entassait la plèbe, occupaient chaque parcelle disponible. Aucune terre agricole ne subsistait dans la ville, ni même à proximité immédiate. Au-delà de cet espace urbain saturé, la campagne italienne elle-même ne suffisait plus depuis longtemps. Des siècles de guerres incessantes avaient ravagé et dépeuplé les terres. Les petits propriétaires terriens, mobilisés dans les légions, avaient vu leurs exploitations péricliter. Les latifundia, ces vastes domaines aux mains de l'aristocratie, privilégiaient l'élevage et la viticulture plutôt que la culture céréalière. L'Italie importait désormais sa nourriture au lieu d'en exporter comme au premier temps de la République. Tournons-nous maintenant vers la dimension politique de cette dépendance alimentaire. Car à Rome, plus qu'ailleurs, le pain incarnait le pouvoir. L'expression devenue célèbre de Juvénal, panem et circense, du pain et des jeux, résumait avec un cynisme mordant la relation entre les empereurs et le peuple. Nourrissez la masse, divertissez-la au cirque, et elle abandonnera volontiers ses anciens droits politiques. Ce marché tacite reposait sur un pilier concret, la distribution mensuelle de grains gratuits à quelques 200 000 citoyens romains. Ces bénéficiaires de l'annone, la plebs frumentaria, recevaient chaque mois 5 modis de grains par personne, soit environ 33 kg. Cette quantité suffisait amplement pour nourrir un homme et une femme, mais devenait juste pour 3 personnes. Les familles se débrouillaient, revendaient parfois une partie, achetaient d'autres denrées. Mais une chose demeurait absolue. Si le pain venait à manquer, les empereurs tombaient. L'histoire romaine l'avait démontré maintes fois. Entre 509 et 384 avant notre ère, une année sur 9 connaissait la disette. Pendant la période cruciale de 123 à 50 avant notre ère, la fréquence s'aggrava. Une année sur 5. Les historiens ont recensé au moins 19 émeutes de la faim dans l'histoire de Rome. La foule affamée attaquait ceux qu'elle jugeait responsables, et en premier lieu l'empereur lui-même. Voilà pourquoi chaque souverain portait sur ses épaules le fardeau écrasant de l'approvisionnement. Le contrat social romain tenait à ce fil fragile, du grain arrivant par navires entiers depuis des provinces lointaines. D'où venait donc cette nourriture vitale? L'Empire romain avait organisé son approvisionnement autour de 3 piliers géographiques, 3 régions dont dépendait la survie même de sa capitale. Commençons par l'Égypte, ce joyau de la couronne impériale. Lorsqu'Auguste conquit le royaume des Ptolémées en 30 avant notre ère, il fit d'emblée de l'Égypte une propriété personnelle impériale, trop stratégique pour être confiée au Sénat. La raison en était simple. L'Égypte nourrissait Rome pendant 4 mois chaque année, soit environ 150 000 tonnes de grains. Ce chiffre apparemment modeste dissimulait une efficacité redoutable. Le grain égyptien ne s'achetait pas. Il se prélevait comme impôt sur les paysans de la vallée du Nil. Un système d'exploitation bien rodé, hérité des pharaons, transformait la fertilité légendaire du fleuve en cargaison pour Rome. Le cycle agricole égyptien rythmait cette production. 3 saisons structuraient l'année. La quête, période des inondations du Nil qui fertilisaient les champs. Le péret, temps des semailles et de la croissance. Enfin le chémou, saison des récoltes. C'est entre avril et début juin que les moissons battaient leur plein, dans une course contre la montre. Car dès juin, les nouvelles crues du Nil submergeraient à nouveau les terres. Les grains récoltés suivaient alors une chaîne de transport admirablement organisée. Des barges remontaient les distributaires du Nil vers le lac Maréotis. De là, un canal artificiel menait jusqu'au port d'Alexandrie. Dans cette cité fondée par Alexandre le Grand,
des inspecteurs impériaux contrôlaient rigoureusement la qualité avant le chargement sur les navires géants de la flotte céréalière. Alexandrie incarnait la porte par laquelle la générosité du Nil rejoignait les tables romaines. Mais l'Égypte, malgré son prestige, ne constituait qu'une partie de la solution. Tournons nos regards vers l'Afrique du Nord, véritable colonne vertébrale de l'approvisionnement romain. L'Africa Proconsularis, cette province héritière de Carthage, détruite puis rebâtie, nourrissait Rome pendant 8 mois entiers. Imaginez l'ampleur. Carthage, à elle seule, exportait environ 500 000 tonnes de blé chaque année. 29 ports méditerranéens servaient d'embarcadères pour acheminer ces céréales vers l'Italie. Les plaines fertiles de Byzacène et de Zeuxitane, arrosées par des pluies suffisantes et cultivées selon des techniques agronomiques sophistiquées, méritaient pleinement le surnom de grenier de l'Empire. Les propriétaires terriens locaux prélevaient un tiers des récoltes comme loyer, le reste alimentant soit le marché local, soit l'exportation. Un système de taxation et de réquisition complexe garantissait que Rome recevrait toujours sa part, quelles que soient les circonstances. La Sicile et la Sardaigne complétaient ce triptyque. Ces îles avaient historiquement constitué les premiers greniers de Rome républicaine. Bien que leur importance relative eût diminué avec l'annexion de l'Égypte et l'expansion africaine, elles demeuraient des sources stratégiques, notamment pour leur proximité géographique. En cas de crise aiguë, les navires siciliens pouvaient atteindre Rome en quelques jours même, dans des conditions météorologiques difficiles. Maintenant, examinons l'outil extraordinaire qui liait ces provinces à Rome. La flotte alexandrine. Ces navires dédiés au transport du grain représentaient des merveilles d'ingénierie navale. Les plus grands atteignaient 1300 tonnes de capacité, soit l'équivalent de navires marchands du XVIIIe siècle européen. Longs de 180 pieds, ils dominaient tous les autres bâtiments de la Méditerranée. Leur construction obéissait à des spécifications précises: cales profondes pour maximiser la charge, coques renforcées pour résister aux tempêtes, équipages nombreux pour manœuvrer ces mastodontes. La route maritime elle-même mérite notre attention. Depuis Alexandrie, les navires mettaient cap au nord-ouest vers Chypre, longeaient la côte sud de l'Asie mineure, contournaient la Crète par le sud, puis visaient Malte avant de longer la Sicile orientale. Syracuse et Messine servaient souvent d'escale. Enfin, traversant le détroit de Messine, ils atteignaient Pouzzoles ou, plus tard, Portus près d'Ostie. Même avec des vents favorables, ce périple exigeait au minimum 1 à 2 mois, parfois davantage. Les vents dominants méditerranéens, soufflant d'ouest en est, rendaient ce voyage ardu et incertain. Cette asymétrie temporelle expliquait pourquoi l'Empire avait besoin de 2000 à 3000 voyages marchands chaque année. Une armada permanente sillonnait la Méditerranée, transportant en moyenne 70 000 kg par vaisseau, dans un balai incessant entre les greniers provinciaux et la capitale affamée. Voici que nous arrivons au cœur du problème qui faillit détruire Rome en l'an 51. Car cette machine logistique impressionnante comportait une faiblesse fatale. Elle s'arrêtait chaque hiver. Les Romains appelaient ce phénomène le mar clausum, la mer fermée. De la fin octobre au début avril, la navigation commerciale cessait presque totalement. Végès, écrivain militaire de l'Antiquité tardive, a consigné avec précision le calendrier maritime romain. Du 6 juin au 18 octobre, la mer était sûre. Du 18 octobre au 15 novembre, la navigation devenait incertaine, risquée. Du 15 novembre au 10 mars, les mers étaient considérées comme fermées. En décembre, janvier et février, les ports demeuraient pratiquement inactifs. Aucun armateur sensé ne risquait son navire et sa cargaison dans les tempêtes hivernales.
Pourquoi cette interruption impérative? Les dangers de l'hiver méditerranéen n'étaient pas qu'une légende de marins. Les tempêtes surgissaient avec une violence imprévisible. Mais surtout, les Romains ne possédaient pas de boussole. Leur navigation reposait entièrement sur l'observation des étoiles et le repérage visuel des côtes. Or, l'hiver apportait une couverture nuageuse persistante et des pluies incessantes. Impossible de voir Polaris ou les autres étoiles guides. Impossible de distinguer les promontoires familiers dans la brume et l'obscurité des journées courtes. Les capitaines naviguaient à l'aveugle, jouant leur vie et celle de leurs équipages à chaque décision. Une nuance mérite d'être soulignée. Le Mare Clausum n'interdisait pas uniformément toute navigation. Les routes côtières, où les navires progressaient de cap en cap en gardant toujours la terre en vue, s'arrêtaient complètement. Trop dangereux de longer des côtes rocheuses dans le mauvais temps, trop grand le risque d'être poussé contre les récifs. En revanche, les routes en pleine mer restaient théoriquement praticables. Un capitaine courageux ou désespéré pouvait tenter la traversée directe entre l'Afrique du Nord et l'Italie, comptant sur sa connaissance des vents et une bonne dose de chance divine. Mais le calcul économique rendait ces tentatives rarissimes. Perdre un navire valant une fortune et une cargaison représentant des mois de profit ne valait simplement pas le risque, sauf circonstances exceptionnelles. Or, voilà précisément le paradoxe mortel auquel Rome se trouvait confrontée. Les moissons égyptiennes avaient lieu en avril et mai. Les récoltes africaines s'étalaient de mai à juillet. Autrement dit, le grain arrivait principalement pendant la saison de navigation, du printemps à l'automne. Les navires déchargeaient leur cargaison à Ostie et Pouzzoles. Les entrepôts se remplissaient. La ville vivait dans l'abondance. Puis venait l'automne. Les derniers navires accostaient en octobre, peut-être quelques téméraires en novembre. Ensuite, plus rien jusqu'au printemps suivant. Rome devait vivre sur ses réserves pendant 5 ou 6 mois. Et c'est là que le danger se cachait, tapissé dans l'ombre de l'hiver. Car à mesure que décembre, janvier, février s'écoulaient, les stocks s'amenuisaient inexorablement. En mars, à la veille de la réouverture maritime, les greniers touchaient le fond. Les derniers mois d'hiver devenaient les mois de la faim, cette période angoissante où la moindre erreur de calcul, la moindre surconsommation, le moindre retard dans la récolte suivante pouvait basculer l'Empire dans la catastrophe. La réponse romaine prit la forme d'une infrastructure colossale de stockage. L'idée était simple, constituer une réserve stratégique pour survivre à la pénurie hivernale. Simple en théorie, titanesque en pratique. Car le grain stocké exigeait un espace immense, une protection contre l'humidité, les rats, le vol et l'incendie. Les réserves représentaient un pari constant entre sécurité et gaspillage. Les administrateurs de la nonne marchaient sur ce fil tendu au-dessus de l'abîme, saison après saison, priant pour que les dieux accordent une douceur de l'hiver, comme le dirait bientôt Tacite. Pénétrons à présent dans les auréas, ces entrepôts monumentaux qui incarnaient la tentative romaine de vaincre le temps et les saisons. Au IVe siècle de notre ère, Rome comptait pas moins de 290 greniers et entrepôts, auxquels s'ajoutaient 254 boulangeries placées sous contrôle étatique. Caius Gracchus, ce tribun réformateur, fit édifier le premier entrepôt public en 123 avant Jésus-Christ. Depuis lors, chaque génération avait ajouté ses propres structures, créant un réseau tentaculaire de stockage. L'architecture même de ces bâtiments révélait les défis auxquels ils répondaient. Le rez-de-chaussée reposait sur des piliers, empêchant l'humidité de gâter les cargaisons. Les murs atteignaient parfois 1 mètre d'épaisseur pour réduire le danger de l'incendie. Les fenêtres, étroites et placées en hauteur, décourageaient les voleurs tout en permettant une ventilation minimale. Les aurea galbae
parmi les plus vastes de Rome, comportait 140 salles au rez-de-chaussée, couvrant 21 000 mètres carrés. À Ostie, les auréas grandis pouvaient contenir 6 000 tonnes de grains, soit la ration annuelle de 16 000 personnes, et possédaient un étage supérieur doublant cette capacité. Parlons maintenant d'Ostie elle-même, cette porte maritime par laquelle transitait la majorité du grain. Située à l'embouchure du Tibre, à environ 25 km au sud-ouest de Rome, Ostie remplissait une fonction vitale. Les grands navires alexandrins ne pouvaient pas remonter le fleuve jusqu'à la capitale. Ils déchargeaient donc leur cargaison à Ostie, où des armées de dockers transféraient les sacs de grains vers des barges fluviales plus petites. Ces embarcations à fond plat remontaient alors le Tibre, halées par des bœufs depuis les berges, ou propulsées à la rame selon le courant. Un système de relais permettait d'acheminer continuellement le grain vers les auréas urbains. Mais Ostie présentait un problème croissant: l'envasement. Le Tibre charriait d'énormes quantités de sédiments qui s'accumulaient inexorablement à son embouchure. Le port s'ensablait, rendant l'accès difficile et parfois dangereux pour les navires les plus chargés. Cette déficience naturelle allait jouer un rôle crucial dans les événements à venir. Derrière cette logistique matérielle se tenait une bureaucratie impressionnante. Au sommet régnait le praefectus Annonae, le préfet de l'approvisionnement, créé par Auguste vers 7 avant notre ère. Cet homme supervisait l'acquisition du grain, négociait les contrats, gérait le stockage et la distribution, luttait contre la fraude. Sous ses ordres œuvrait une armée de fonctionnaires, administrateurs, comptables, inspecteurs, contremaîtres. Mais l'État romain ne possédait pas les navires. Rome contractait avec des armateurs privés, les naviculari. Les empereurs leur offraient des privilèges extraordinaires: assurance contre les pertes en mer, citoyenneté romaine, exemption fiscale. En échange, ces marchands transportaient des quantités minimales de grains. Quand ce système fonctionnait, il combinait efficacité du marché et sécurité publique. Mais l'Empire dépendait de négociants motivés par le profit. Une dépendance dangereuse en temps de crise. L'an 51 après Jésus-Christ changea tout. Le règne de Claude avait déjà connu plusieurs crises alimentaires. Des sécheresses affectaient périodiquement les régions productrices. La croissance démographique augmentait la demande. L'hiver de 51 vit ces tensions atteindre un point de rupture. Tacite relate: « Il fut établi que la capitale disposait de provisions pour 15 jours, pas davantage. 15 jours. La plus grande ville du monde avait 15 jours de nourriture en réserve. 15 jours avant la famine. Comment en était-on arrivé là? L'été précédent avait vu une récolte médiocre. Peut-être le Nil n'avait-il pas suffisamment monté, privant les champs égyptiens de limon. Peut-être les pluies africaines avaient-elles manqué. Les navires arrivèrent transportant moins que les quantités habituelles. Octobre vint, puis novembre. Les derniers navires accostèrent. Puis le mar Clausum tomba comme un rideau de fer sur la Méditerranée. Décembre, janvier, février s'égrenèrent. Dans les auréas, le niveau baissait inexorablement. Chaque jour, les boulangeries venaient chercher leur lot. Chaque mois, la distribution gratuite aux 200 000 bénéficiaires ponctionnait les réserves. Les prix montaient, menaçant de faim les 800 000 habitants qui devaient acheter leurs grains. Vers fin février, le moment terrifiant arriva. Quelqu'un compta les sacs restants. Il restait provision pour 15 jours. La nouvelle filtra parmi les administrateurs, puis vers le palais, enfin dans les rues. Les rumeurs de famine se propagèrent. Les familles pauvres scrutaient anxieusement leurs dernières miches. Les marchands augmentaient sauvagement leurs tarifs. L'accusation de spéculation se répandait comme une traînée de poudre. Qui blâmer? Pour la foule, la réponse était évidente: l'empereur. Claude portait la responsabilité suprême de nourrir Rome.
les Romains savaient une chose. Ils avaient faim et l'empereur devait résoudre le problème. Le contrat social romain se fissurait. Si Claude ne pouvait garantir le pain, à quoi servait son règne? Dans les tavernes, les bains publics, les ruelles, la colère fermentait. Des rassemblements spontanés se formaient. Rome au bord de la famine devenait Rome au bord de l'explosion. L'étincelle jaillit au forum. Claude présidait des jugements dans le cœur politique de Rome. Ce jour-là, la foule avait un autre visage. Les gens affluaient non pour assister à la justice, mais pour l'exiger. Soudain, l'atmosphère bascula. Tacite décrit. Claude se retrouva entouré par une foule sauvagement clamoreuse. Des voix hurlaient « Du pain! Du pain !» La cohue se resserra. Claude fut poussé dans le coin le plus reculé du forum, acculé, prisonnier de son propre peuple. Suétone ajoute qu'il fut bombardé de croûtons de pain. Ces croûtons lancés comme projectiles incarnèrent le paradoxe. S'il mourait vraiment de faim, il les aurait mangés. Le pain devenait arme, symbole de vie transformé en protestation. Claude risquait plus qu'une humiliation. Les émeutes de la faim romaine avaient parfois tourné au lynchage. Les troupes durent intervenir. Suétone précise que Claude parvint à grand-peine à s'échapper vers le Palatin par une entrée latérale. Le maître du monde s'enfuyait devant son propre peuple affamé. Cet événement s'inscrivait dans une longue tradition. Les historiens ont recensé au moins 19 émeutes de la faim dans l'histoire romaine. Le schéma se répétait. Lorsque le pain manquait, les masses se soulevaient. Ces violences constituaient une forme de communication politique pour ceux qui n'avaient aucun autre moyen de se faire entendre. Claude, encore tremblant de son évasion, comprit parfaitement. Selon Suétone, il donna une considération très approfondie aux moyens d'apporter des approvisionnements alimentaires, même pendant l'hiver. L'empereur ordonna immédiatement des mesures d'urgence. Il fallait briser le mare clausum, coûte que coûte. Des décrets furent émis promettant des récompenses exceptionnelles aux marchands qui oseraient affronter les mers d'hiver. L'assurance impériale couvrirait toutes les pertes. La citoyenneté serait accordée. Des privilèges fiscaux, des garanties contractuelles, tous les incitatifs imaginables furent déployés. Des émissaires partirent pour Alexandrie et Carthage avec des sacs d'or et des lettres scellées de l'autorité impériale. Le message était clair. Amenez du grain maintenant, par tous les moyens, et vous serez richement récompensés. Et puis vint ce que Tacite appelle pudiquement la grâce spéciale des dieux et la douceur de l'hiver. En termes modernes, Claude eut une chance extraordinaire. Cet hiver-là se révéla anormalement clément. Les tempêtes redoutées ne se matérialisèrent pas, ou du moins pas avec leur violence habituelle. Les vents, bien que contraires, restèrent gérables. Quelques capitaines courageux, alléchés par les fortunes promises et galvanisés par le désespoir de l'urgence impériale, hissèrent les voiles et prirent la mer. Leurs navires, chargés du grain salvateur, affrontèrent les eaux hivernales dans un pari contre les éléments. Et les dieux, ou la chance, ou la météorologie, leur sourirent. Les navires atteignirent Ostie. Le grain fut déchargé, transféré aux barges, acheminé vers Rome. Les auréas recommencèrent à se remplir. Les boulangeries reprirent leur livraison normale. Le prix du pain se stabilisa. La crise se dénoua comme elle était venue, soudainement, laissant Rome épuisée mais sauvée. Pourtant, Claude savait que cette issue heureuse ne devait rien à sa prévoyance. Il avait échappé à la catastrophe par miracle météorologique. La prochaine fois, les dieux pourraient ne pas se montrer aussi cléments. L'hiver suivant pourrait déchaîner ses tempêtes habituelles. Et alors, Rome se retrouverait exactement dans la même situation, acculée, dépendante du hasard climatique. Cette réalisation dut hanter l'empereur. Il fallait une solution structurelle, permanente,
qui rendrait Rome invulnérable aux caprices de la météorologie et du calendrier maritime. Cette solution, Claude allait la bâtir en pierre et en béton, sur une échelle que personne n'avait jamais tentée auparavant. Dans un instant, nous découvrirons ce projet titanesque qui allait transformer à jamais l'infrastructure de l'Empire. Face aux leçons amères de l'hiver 51, Claude élabora une vision stratégique d'une audace remarquable. Une crise évitée de justesse, soit, mais le problème fondamental demeurait intact. La navigation hivernale resterait toujours dangereuse et imprévisible. Ostie continuerait à s'envaser, limitant l'accès aux plus grands navires précisément quand Rome en avait le plus besoin. La croissance démographique de la capitale exigeait des capacités d'importation accrues. Compter sur la chance et les prières ne constituait pas une politique soutenable. Il fallait repenser entièrement l'infrastructure portuaire de Rome. Claude prit alors une décision monumentale: construire un port entièrement nouveau. Ce projet, connu sous le nom de Portus, se situerait à environ 3 km au nord de l'embouchure du Tibre. Le choix de l'emplacement obéissait à une logique précise: éviter les sédiments fluviaux qui paralysaient Ostie tout en restant assez proche pour faciliter le transfert vers Rome. L'échelle du plan donnait le vertige. Un bassin portuaire artificiel de 150 hectares serait creusé sur une côte ouverte, sans protection naturelle. 2 digues massives, incurvées comme des bras accueillants, s'avanceraient dans la mer pour créer une rade protégée. Entre leurs extrémités, un phare à étages multiples guiderait les navires, visibles de loin en mer même par mauvais temps. Le long des quais intérieurs, des docks permettraient le chargement et déchargement simultané de dizaines de navires géants. Et surtout, des entrepôts titanesques, capables de contenir plusieurs mois de réserve pour toute la ville, garantiraient que jamais plus Rome ne se retrouverait à 15 jours de la famine. Les travaux commencèrent probablement entre 42 et 46 de notre ère. Le débat historique persiste quant à savoir si Claude avait conçu ce projet avant ou après la crise de 51. Certains arguments suggèrent qu'il y pensait déjà, peut-être même que les travaux préliminaires avaient débuté. D'autres estiment que l'humiliation au Forum catalysa la décision. Peu importe en définitive. Ce qui compte, c'est que Claude poursuivit ce chantier avec une détermination inébranlable. Un chantier qui allait durer près de 20 ans, dépassant largement son propre règne. Néron, son successeur, achèverait le port en 64, mais la vision était entièrement celle de Claude. Considérez les défis techniques. Créer un port artificiel sur une côte exposée aux tempêtes exigeait une ingénierie audacieuse. Il fallait d'abord construire les digues, ces murs colossaux s'enfonçant dans la Méditerranée. Les Romains utilisèrent leur secret technologique, le béton hydraulique romain, capable de durcir sous l'eau. Des barges transportaient d'énormes quantités de pouzzolane volcanique, de chaux et de pierres. Coulé dans des caissons de bois immergés, ce béton formait des fondations indestructibles. Couche après couche, pierre après pierre, les digues prenaient forme. Simultanément, des milliers d'ouvriers creusaient le bassin intérieur, déplaçant des montagnes de terre et de roches. D'autres équipes construisaient le phare, cette tour majestueuse qui deviendrait l'un des symboles de la puissance romaine. Certains témoignages suggèrent que Claude fit même couler un ancien navire géant pour servir de fondation au phare, transformant ainsi en monument permanent le plus grand vaisseau de son époque. Le coup défie l'imagination. Les chiffres exacts ont disparu avec les archives impériales, mais nous pouvons extrapoler. Des dizaines de milliers de travailleurs employés pendant 2 décennies. Des matériaux importés de toute l'Italie et au-delà. Des ingénieurs, des architectes, des spécialistes recrutés à prix d'or. L'équivalent de plusieurs années de revenus fiscaux de provinces entières fut probablement investi dans ce projet unique. Pourquoi un tel engagement de ressources?
parce que l'enjeu dépassait largement la simple logistique. Portus incarnait une déclaration politique. L'Empire romain pouvait et allait garantir l'abondance à sa capitale. Jamais plus un empereur ne serait humilié au forum, bombardé de pain rassis par une foule affamée. La pierre et le béton rachètèrent la promesse brisée du contrat social. Mais Claude ne se contenta pas de bâtir des infrastructures physiques. Il réforma également les politiques, encourageant le transport maritime. Les privilèges accordés aux naviculari furent codifiés et étendus. L'assurance impériale contre les pertes en mer devint systématique pour tous les voyages contractuels. Les exemptions fiscales se multiplièrent. La citoyenneté romaine, ce trésor convoité, s'offrait désormais à quiconque transportait du grain vers Rome pendant un certain nombre d'années. L'exemption de la lex papia poppaea, cette loi augustéenne pénalisant les célibataires et les couples sans enfants, fut étendue spécifiquement aux marins et capitaines de la flotte annonaire. Ces hommes pouvaient ainsi consacrer leur vie à la mer sans subir les sanctions sociales frappant habituellement les hommes non mariés. Au-delà des transporteurs, Claude s'attaqua à l'ensemble du système économique lié à l'alimentation. Il annula les taxes alimentaires impopulaires imposées par son prédécesseur Caligula. Pour les communautés affectées par la sécheresse ou la famine, il accorda des réductions d'impôts substantielles, permettant aux régions sinistrées de se rétablir plutôt que de s'enfoncer dans la misère. Des projets de construction spéciaux furent lancés dans diverses cités pour fournir de l'emploi et stimuler le commerce local. Une approche globale, multidimensionnelle, s'attaquant aux problèmes sous tous ses angles. Pas de solution miracle unique, mais une stratégie coordonnée combinant infrastructures, incitations économiques et réformes administratives. Lorsque Portus entra enfin en service complet sous Néron, ses capacités transformèrent effectivement l'équation alimentaire de Rome. Le nouveau port pouvait accueillir les plus grands navires alexandrins en toute sécurité, même par gros temps. Les entrepôts géants stockaient suffisamment de grains pour survivre non seulement à un hiver ordinaire, mais à plusieurs saisons difficiles consécutives. Le système de transfert vers les barges fluviales gagna en efficacité grâce aux installations modernes. Portus devint rapidement la plaque tournante principale, reléguant Ostie à un rôle secondaire. Pendant des siècles, jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident, et même au-delà sous les Byzantins, ce port continua de nourrir Rome. Aujourd'hui encore, ces ruines impressionnantes témoignent de l'ampleur de la vision claudienne. Des archéologues ont cartographié les contours du bassin, retrouvé les fondations des entrepôts, étudié les techniques de construction. Portus se dresse comme monument éternel à une vérité simple. Face à une crise existentielle, investir dans l'infrastructure à long terme plutôt que compter sur des expédients à court terme. Revenons maintenant à cette expression fameuse qui résonne à travers les siècles. Panem et circense, du pain et des jeux. Juvénal, poète satirique de la fin du 1er et du début du 2e siècle, forgea cette formule dans une critique acerbe de ses contemporains. Il déplorait que le peuple romain, autrefois fier défenseur de ses libertés républicaines, se soit laissé corrompre et avilir. Pour un peu de grain gratuit et quelques spectacles sanglants dans l'arène, les citoyens avaient abandonné leur vigilance civique et leur participation politique. Une analyse mordante, certes, mais qui ne saisissait qu'une facette de la réalité. Car du point de vue des empereurs, cette politique ne relevait nullement du cynisme gratuit, mais d'un calcul rationnel de gouvernance. Regardons les choses en face. L'Empire romain reposait sur un contrat social implicite, mais parfaitement compris de tous. L'empereur promettait sécurité extérieure contre les barbares, ordre intérieur contre le chaos, et surtout subsistance matérielle. En échange, le peuple acceptait l'autocratie, renonçait à l'illusion républicaine de souveraineté populaire, obéissait aux décrets impériaux. Ce marché fonctionnait remarquablement bien tant que les deux parties respectaient leurs engagements. L'annone,
cette distribution mensuelle gratuite de grains à 200 000 citoyens incarnait la moitié matérielle de ce contrat. Ces bénéficiaires représentaient autant de foyers liés à l'État par des chaînes dorées. Leur loyauté s'achetait non par la corruption au sens moderne, mais par la satisfaction de leurs besoins vitaux. Difficile de contester un régime qui vous nourrit et nourrit vos enfants. Mais l'hiver de 51 avait révélé brutalement la fragilité de cet arrangement. Quand le pain manquait, le contrat se brisait instantanément. La légitimité impériale, cette autorité qui semblait découler du mandat des dieux et de la tradition augustéenne, s'évaporait face à la faim concrète. Claude avait appris cette leçon dans sa chair, acculé dans un coin du forum, humilié devant ses sujets. Quel enseignement pour un empereur! Vous pouvez commander aux légions les plus puissantes du monde, mais ces légions ne peuvent créer du grain. Vous pouvez promulguer des édits impériaux, mais ces édits ne remplissent pas les estomacs vides. Le vrai pouvoir, le pouvoir ultime, résidait dans ces navires traversant la Méditerranée, dans ces moulins tournant jour et nuit, dans ces entrepôts regorgeant de réserves. Perdez le contrôle de cette chaîne vitale, et votre trône vacille. Établissons maintenant un parallèle fascinant avec nos États-providence modernes. La nonne romaine préfigurait de manière étonnante nos systèmes contemporains d'assistance sociale. Observez les similitudes. Il s'agissait d'un programme soumis à conditions de ressources. Seuls les citoyens romains de sexe masculin, résidant dans la capitale et disposant de revenus ou propriétés sous un certain seuil, pouvaient s'inscrire. Une bureaucratie complexe gérait l'inscription et la vérification des bénéficiaires. Un système de jetons, les tesserae, permettait de contrôler la distribution et d'éviter la fraude, fonctionnant exactement comme nos cartes d'aide sociale électroniques. La distribution mensuelle établissait un rythme prévisible, comparable au versement mensuel de nos allocations modernes. Et politiquement, la nonne servait simultanément d'arme électorale et de nécessité sociale, tout comme nos débats actuels sur les programmes sociaux oscillent entre exploitation politique et impératif humanitaire. Le système évolua avec le temps, suivant une logique que tout politique moderne reconnaîtrait. Au IIIe siècle, sous Septime Sévère, la distribution passa du grain brut au pain cuit. Pourquoi ce changement? Probablement pour garantir une qualité minimale et réduire les inégalités liées aux moyens de transformation. Ceux qui possédaient des moulins et des fours domestiques, les plus riches parmi les bénéficiaires, jouissaient d'un avantage sur ceux qui devaient payer pour faire moudre et cuire leurs grains. Distribuer directement le pain éliminait cette distorsion. Plus tard, Aurélien ajouta l'huile d'olive, le sel et même la viande de porc aux distributions gratuites. Expansion progressive des prestations, pression politique pour toujours offrir davantage, jamais retranchée. Une dynamique familière. Économiquement, cela devenait insoutenable à long terme et contribua probablement aux crises fiscales de l'Empire tardif. Mais à court terme, chaque empereur qui augmentait les distributions gagnait en popularité. Quel souverain aurait osé réduire le pain quotidien du peuple? N'oublions pas le rôle crucial des marchands privés dans cette économie politique. Les navicularii, ces armateurs et capitaines qui possédaient et exploitaient les navires, occupaient une position d'intermédiaire indispensable. L'État dépendait entièrement de leur coopération volontaire. Certes, les empereurs disposaient de nombreux leviers pour encourager cette coopération. Richesses promises, honneurs accordés, privilèges légaux octroyés. Mais fondamentalement, il s'agissait d'une relation contractuelle entre partenaires inégaux, mais mutuellement dépendants. Quand les marchands jugeaient les risques trop élevés ou les récompenses insuffisantes, ils refusaient les contrats. Et alors? L'État ne pouvait pas simplement les remplacer. Construire et entretenir une flotte marchande exigeait un capital énorme et une expertise que seule l'accumulation de générations de familles maritimes possédait.
Cette dépendance envers le secteur privé rendait l'Empire vulnérable aux fluctuations du marché et aux calculs d'intérêt des négociants. Un équilibre délicat entre exploitation du profit privé pour le bien public et dépendance dangereuse envers des acteurs motivés par autre chose que l'intérêt de Rome. Prenons du recul et contemplons l'extraordinaire réseau que Rome avait tissé à travers la Méditerranée. Ce que nous venons d'explorer constitue rien de moins que la première chaîne d'approvisionnement véritablement globale de l'histoire humaine. Des champs d'Égypte aux plaines de Tunisie, des ateliers de construction navale d'Alexandrie aux entrepôts de Portus, des comptoirs commerciaux de 29 ports africains aux boulangeries fumantes de Rome, un système intégré fonctionnait jour après jour, année après année. Des milliers de navires, des dizaines de milliers de marins, des centaines de milliers de tonnes de céréales en mouvement perpétuel. Des contrats négociés entre fonctionnaires impériaux et marchands privés. Des systèmes d'assurance sophistiqués répartissant les risques. Des mécanismes de stockage permettant de lisser l'offre saisonnière. Une mondialisation avant la lettre, rendue possible par la Pax Romana et l'unification politique du bassin méditerranéen. Or, cette force représentait simultanément une faiblesse mortelle. L'interdépendance créée par ce réseau rendait Rome vulnérable à toute perturbation. Une sécheresse en Égypte se traduisait par la famine à Rome. Une révolte en Afrique du Nord coupait 8 mois d'approvisionnement. Une guerre navale contrôlant la Méditerranée équivalait à un siège de la capitale, sans qu'aucun ennemi ne s'approche de ses murailles. Les stratèges militaires le comprenaient parfaitement. Contrôler l'Égypte signifiait tenir Rome à la gorge. D'où la paranoïa impériale concernant cette province. Aucun sénateur ne pouvait y entrer sans permission expresse de l'empereur, de peur qu'un rival n'utilise le grain égyptien comme arme politique. Cette vulnérabilité stratégique hantait chaque dirigeant romain. La grandeur de l'Empire reposait sur des fondations lointaines et potentiellement fragiles. Ajoutons à cela le facteur climatique. L'ensemble du système présupposait une certaine prévisibilité des cycles naturels. Le Nil devait inonder chaque été, déposant son limon fertile sur les champs égyptiens. Les pluies devaient arroser l'Afrique du Nord à la saison appropriée. Les tempêtes méditerranéennes devaient respecter le calendrier traditionnel, se calmant au printemps et reprenant en automne. Quand la nature trahissait ses attentes, sécheresse prolongée, inondations insuffisantes, hiver exceptionnellement rudes ou doux au mauvais moment, le système entier vacillait. Et Rome ne disposait d'aucun plan de secours, aucune source alternative comparable. Quelques régions mineures pouvaient fournir des quantités marginales, mais remplacer l'Égypte ou l'Afrique? Impensable. L'Empire vivait dans une dépendance climatique totale, priant les dieux pour que les saisons restent favorables. Tournons-nous maintenant vers notre époque et découvrons à quel point nous habitons toujours le monde de Claude. Nos chaînes d'approvisionnement modernes ressemblent étrangement à leurs ancêtres romains, simplement en plus rapides et plus étendues. Nous dépendons de régions lointaines pour notre nourriture, nos biens, notre énergie. Un smartphone assemblé en Chine avec des composants de 20 pays différents. Des aliments frais importés de l'autre bout du monde. Des circuits intégrés fabriqués à Taïwan, dont dépend l'ensemble de notre économie numérique. La spécialisation et l'efficacité ont créé des interdépendances vertigineuses. Et ces interdépendances génèrent exactement les mêmes vulnérabilités que Rome affrontait. La pandémie de Covid-19 nous a brutalement rappelé cette réalité. Du jour au lendemain, les chaînes d'approvisionnement mondiales se sont grippées. Les navires porte-conteneurs restaient bloqués dans des ports fermés, équivalent moderne du Mare Clausum. Les usines cessaient de produire, les entrepôts se vidaient, les rayons des supermarchés montraient des espaces vides. Les gouvernements paniquaient, stockaient, interdisaient les exportations. En l'espace de quelques semaines, la mondialisation apparemment robuste révélait sa fragilité.
Puis vint l'incident du canal de Suez en 2021, où un seul navire coincé pendant quelques jours perturba le commerce mondial, causant des milliards de dollars de pertes. Un seul navire. Imaginez la réaction romaine, un grain de sable bloquant l'empire entier. Voilà notre monde. Réfléchissons à ces fameux 15 jours de provisions qui terrorisaient Rome en 51. Savez-vous combien de jours de nourriture la plupart des villes modernes ont en réserve dans leur chaîne d'approvisionnement locale? 3 à 7 jours en moyenne. 3 à 7 jours entre les fermes productrices, les centres de distribution, les supermarchés et nos cuisines. Moins que Rome. Notre système de livraison juste à temps, célébré pour son efficacité et sa réduction des coûts de stockage, nous a rendus encore plus vulnérables que les Romains. Nous avons sacrifié la résilience sur l'autel de l'efficacité. Claude construisit Portus précisément pour éviter cette dépendance au flux continu. Il comprit qu'il fallait stocker, accumuler des réserves même coûteuses et partiellement gaspillées pour survivre aux inévitables interruptions. Nous avons désappris cette leçon, comptant sur la technologie et la vitesse pour compenser l'absence de réserve. Mais quand le système se bloque, la vitesse ne sert à rien. L'investissement dans l'infrastructure offre un autre parallèle instructif. Portus représenta un engagement de 20 ans et de ressources colossales. Un projet qui dépassait la durée d'un règne impérial, qui exigeait une vision à long terme et une volonté politique soutenue. Le bénéfice? Des siècles de sécurité alimentaire, la capacité de nourrir une métropole d'1 million d'habitants, malgré tous les obstacles naturels et saisonniers. Comparons avec nos débats contemporains sur l'infrastructure. Les ports modernes ont désespérément besoin d'expansion pour gérer les navires toujours plus grands. Les routes, les ponts, les systèmes de distribution d'eau vieillissent et s'effondrent. Pourtant, l'investissement public rencontre une résistance politique constante. Les électeurs rechignent à financer des projets dont ils ne verront peut-être pas l'achèvement. Les politiciens privilégient les gains immédiats au bénéfice de long terme. Claude n'aurait pas compris cette myopie. Pour lui, l'infrastructure n'était pas une dépense, mais un investissement existentiel. Bâtir Portus ne relevait pas du luxe ou de la mégalomanie, mais de la survie de l'Empire. Aurions-nous cette même clarté de vision? Enfin, considérons la question de la responsabilité politique. Claude fut personnellement, physiquement assailli par une foule en colère pour avoir failli à nourrir Rome. Une accountability directe et viscérale. Nos dirigeants modernes jouissent d'une isolation beaucoup plus grande face aux conséquences de leurs échecs. Certes, les prix alimentaires élevés et l'inflation influencent les élections. Les pénuries créent du mécontentement politique. Mais entre les électeurs affamés et les leaders politiques s'interposent de multiples couches de médiation. Supermarchés privés, chaînes d'approvisionnement complexes, marchés internationaux. Pointer du doigt les responsables devient un exercice frustrant de distribution de blâme entre acteurs multiples. Pourtant, au fond, la dynamique reste identique. Les gouvernements tirent leur légitimité de leur capacité à garantir le bien-être matériel de leurs citoyens. Briser cette promesse fondamentale, même dans nos démocraties sophistiquées, déclenche des réactions politiques puissantes. Les Gilets jaunes en France protestant contre les taxes sur le carburant. Les émeutes du pain au Moyen-Orient déclenchant le printemps arabe. Les protestations mondiales contre l'inflation alimentaire en 2022. Différentes époques, différentes formes, mais la même équation éternelle. Pain égale pouvoir égale légitimité. Remontons le fil de notre exploration jusqu'à cet hiver terrible de l'an 51. Une seule crise, concentrée sur quelques semaines dramatiques, modifia la trajectoire d'un empire. 15 jours de provisions restantes. Un empereur humilié au forum. Des navires courageux ou désespérés bravant les mers interdites. Et puis, dans la foulée, une transformation monumentale de l'infrastructure, la naissance de Portus,
un projet qui nourrirait des millions de personnes pendant des siècles. Voilà ce que signifie véritablement apprendre d'une crise. Non pas simplement y survivre grâce à la chance, comme Claude survécut grâce à la douceur de l'hiver, mais transformer cette expérience proche de la catastrophe en catalyseur pour un changement structurel profond. Quelles leçons pouvons-nous en tirer aujourd'hui? Que l'infrastructure compte, que les réserves stratégiques comptent, que la planification à long terme compte. Portus fonctionna pendant 4 siècles, résistant aux crises, aux guerres civiles, aux changements dynastiques. Ses quais accueillirent les navires sous les Antonins, sous les Sévères, même sous les empereurs du Bas-Empire. Les murs épais des entrepôts claudiens protégèrent le grain qui nourrit Trajan, Marc Aurèle, Dioclétien. Un investissement unique produisit des dividendes pendant des générations innombrables. Voilà ce qu'est la pensée stratégique authentique. Pas la gestion trimestre par trimestre de nos entreprises modernes. Pas les cycles électoraux de 4 ans de nos démocraties. Mais la vision d'un héritage dépassant largement sa propre vie. Pourtant, sous le marbre glorieux et la magnificence impériale, se cachait une fragilité qui devrait nous faire réfléchir. Rome, la conquérante du monde méditerranéen, la bâtisseuse de routes traversant des continents et d'aqueducs défiant la gravité, demeurait à la merci des récoltes égyptiennes et des tempêtes hivernales. Le plus puissant empire que l'humanité ait connu pouvait s'effondrer en quelques semaines à cause d'une mauvaise saison agricole. Cette vérité inconfortable nous enseigne qu'aucune civilisation n'est trop grande pour faillir. Aucune technologie ne nous immunise complètement contre les réalités matérielles de la subsistance. Nous pouvons conquérir des continents, mais nous devons toujours manger chaque jour. Et cette nécessité quotidienne rend même les plus grands empires vulnérables. En regardant notre monde depuis notre perspective moderne, avec nos technologies dont Rome n'aurait même pas rêvé, nous devrions ressentir une humilité salutaire. Oui, nos ordinateurs calculent en millionièmes de seconde. Oui, nos avions traversent les océans en quelques heures. Oui, nos communications instantanées relient les continents. Mais nos chaînes d'approvisionnement? Plus longues, plus complexes, plus fragiles que jamais. Nos réserves alimentaires? Plus minces que celles de Rome. Notre dépendance au flux ininterrompu? Plus totale. Claude se tenait à 15 jours de la catastrophe, et cela l'horrifiait suffisamment pour lancer le plus grand projet de construction de son époque. Nous nous tenons à 3 ou 7 jours, et nous trouvons cela acceptable, voire optimal économiquement. Qui fait preuve de plus de sagesse? Le changement climatique perturbe les schémas ancestraux de pluies et de récoltes, exactement comme les sécheresses perturbaient l'Égypte romaine. Les tensions politiques menacent le commerce international, tout comme les guerres civiles romaines coupaient la Sicile de Rome. Les pandémies ferment les frontières et paralysent les ports, notre mare clausum moderne. Les leçons de l'hiver 51 ne sont pas de simples curiosités historiques, mais des avertissements pertinents. Préparons-nous comme Claude, ou espérons-nous aveuglément que les dieux nous accorderont toujours une douceur de l'hiver? Le contrat social romain résonne étrangement familier. Les empereurs offraient pain et sécurité. Le peuple offrait obéissance et renonçait à l'autonomie politique. Nos États-providence démocratiques fonctionnent selon une logique pas si différente. Nous attendons de nos gouvernements qu'ils garantissent un niveau minimal de bien-être, d'emploi, d'accès aux biens essentiels. En échange, nous acceptons des régulations, des taxes, des limitations de liberté absolue. Quand ce contrat se brise, quand l'inflation grimpe, quand les pénuries apparaissent, quand le niveau de vie chute, la réaction politique est immédiate et souvent violente. Les émeutes du Forum en 51 trouvent leur écho dans chaque manifestation moderne contre la cherté de la vie. Les gouvernements tombent toujours, en fin de compte,
quand ils ne peuvent plus nourrir leur peuple. La forme change, vote plutôt qu'émeute dans les démocraties stables, mais le fond demeure. L'hiver viendra toujours, littéralement ou métaphoriquement. Cette saison de fermeture, cette période d'interruption, cette phase où les réserves s'épuisent et où aucun secours n'arrive. Pour Rome, c'était le mar clausum et les mois froids où les navires restaient à quai. Pour nous, ce sont les pandémies, les crises énergétiques, les guerres commerciales, les catastrophes naturelles, les effondrements financiers. Les Romains ne pouvaient empêcher l'hiver de venir, mais ils pouvaient se préparer. D'où les auréas, d'où Portus, d'où la nonne elle-même. Ils construisirent la résilience dans leur système, acceptant le coût et l'inefficacité apparente du stockage pour acheter la sécurité. Nous, avec notre arrogance technologique, pensons parfois pouvoir éliminer le besoin de réserve. L'histoire suggère que c'est une illusion dangereuse. En contemplant les ruines de Portus aujourd'hui, ces fondations massives émergeant de la terre italienne, on ne peut s'empêcher de ressentir une connexion à travers les millénaires. Claude, cet empereur bègue et mal aimé, ridiculisé par ses contemporains, nous a légué une leçon en pierre et en béton. Face à une crise existentielle, ne vous contentez pas de solutions de fortune. Pensez structural, pensez long terme. Investissez dans les fondations qui serviront des générations futures. Bâtissez le port, même si cela prend 20 ans. Stockez les réserves, même si cela semble coûteux. Préparez-vous pour l'hiver, car il viendra toujours. Quand nous examinons notre propre époque avec honnêteté, une question s'impose. Quel Portus construisons-nous? Quels investissements stratégiques à long terme réalisons-nous pour protéger nos sociétés des inévitables chocs à venir? Ou comptons-nous simplement sur la chance, sur la douceur de l'hiver, sur l'espoir que les crises se résoudront miraculeusement comme en 51? L'histoire offre des leçons claires pour ceux qui veulent les entendre. Les civilisations qui planifient, qui investissent, qui construisent la résilience survivent et prospèrent. Celles qui ne le font pas finissent en ruines étudiées par les archéologues futurs. Rome était éternelle, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Mais pendant un millénaire, elle a nourri sa population massive, surmonté d'innombrables crises, survécu aux empereurs fous et aux guerres civiles. En partie grâce à des hommes comme Claude qui, confrontés au désastre, choisirent de construire plutôt que d'espérer. Puissions-nous avoir cette même sagesse face à nos propres défis. Merci de m'avoir accompagné dans cette plongée au cœur d'une crise antique qui résonne si fortement avec notre présent. Si cette exploration de la façon dont l'Empire romain a failli mourir de faim et de ce qu'il nous enseigne sur nos propres vulnérabilités vous a captivé. Je serais heureux si vous pouviez donner un like à cette vidéo. Partagez-la avec quiconque s'intéresse à l'histoire ancienne, à la logistique, aux chaînes d'approvisionnement ou simplement aux leçons que le passé offre pour notre avenir. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires fascinantes de civilisations confrontées à des problèmes humains intemporels. Laissez un commentaire. Quel Portus moderne pensez-vous que nous devrions construire? Quelle infrastructure, quelle réserve stratégique, quel investissement à long terme nos sociétés négligent-elles dangereusement? En attendant notre prochaine rencontre, souvenez-vous, les civilisations ne s'élèvent et ne s'effondrent pas uniquement sur les champs de bataille. Elles vivent ou meurent dans les entrepôts, les ports, les boulangeries, dans les chaînes d'approvisionnement invisibles qui nourrissent les millions de personnes vivant dans nos villes titanesques. Rome l'a pris à ses dépens en l'an 51. Puissions-nous nous souvenir de cette leçon, avant d'être contraints de la réapprendre de la manière la plus douloureuse.